C'est quoi Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Et si cette simple question remettait en perspective notre manière de penser, la manière dont les hommes hétéros séduisent les femmes? Selon les mots de l'autrice, ce simple processus aurait pour but d'être validé socialement, répondre aux attentes de la société patriarcale et enfin être approuvé par leur père. En fait, je comprends pas. T'as l'impression ils font tout pour dire en fait vous êtes tous gays. On dirait un délire où en fait on veut absolument dire si vous êtes gay, vous êtes gay. Mais pourquoi? Les gays, je comprends. Que les gays mettent ça en avant, ça les arrange. Les gays, ça les arrange. Ils disent on va ken plus de monde. Mais quand je vois des meufs qui valident ça, je veux dire quoi? C'est votre délire, c'est vous faire taper par des mecs qui ensuite on se font taper le derche par d'autres mecs. C'est votre délire. Vraiment? Vraiment, c'est ce que vous voulez? Je ne pense pas. Je comprends pas le délire. En partant de ce postulat, la séduction des hommes hétéros serait alors avant toute chose Même les lesbiennes, elles veulent pas de ça. Quoique les lesbiennes, ça les arrange. Parce qu'elles vont dire les meufs, elles vont être dégoûtées, du coup, elles vont être lesbiennes. Les lesbiennes, ça les arrange. une affaire d'hommes, pensée par les hommes, pour les hommes et surtout faite pour plaire aux hommes. Ce paradoxe, excluant ainsi les femmes de l'équation. Et aujourd'hui, c'est vraiment génial que vous soyez sur notre plateau. Pourquoi? Très bien. Vous évoquez très tôt dans l'ouvrage, je bah, pense voilà. que c'est fondateur. C'est une femme lesbienne. Regardez, vous avez vu? C'est une femme lesbienne, bien sûr, qui sort ça. Ça arrange sa paroisse. Elle se dit, si les femmes se rendent compte que les mecs sont gays, elles vont être dégoûtées, donc elle va dire je préfère les femmes, et moi, en tant que lesbienne qui me prend pour un homme, je vais pouvoir ken nanani, plus de meufs, et c'est cool. Merci pour tous. Liane Alestra, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être là aujourd'hui, c'est vraiment génial que vous soyez sur notre plateau et je suis ravi de vous accueillir pour que vous puissiez nous parler de votre ouvrage. Tout d'abord, simple question, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors moi j'ai déjà fait un ouvrage collectif qui s'appelait Nos amours radicales et quand on a fait la promotion de ce livre on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de femmes qui venaient nous voir pour nous demander comment faire pour que mon partenaire de vie s'intéresse au féminisme mais aussi à notre relation avec une perspective féministe ou au moins une perspective qui se rapproche de la leur. Et en fait je me suis dit mais en fait la question doit être plutôt inversée, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne s'y intéressent pas alors qu'ils s'identifient comme hétéros et donc qu'ils sont en relation amoureuse avec des femmes, donc ça devrait potentiellement les intéresser autant que les femmes. Or ce n'était pas le cas, donc j'ai cherché à comprendre pourquoi. Très bien. Vous évoquez très tôt dans l'ouvrage, je pense que c'est fondateur dans votre carrière d'autrice, dans ce qui vous a poussé peut-être à écrire un trauma auquel vous avez dû faire face à l'âge de 15 ans. Est-ce que vous voulez bien nous en parler pour qu'on puisse comprendre le contexte autour de ça? Je sais pas si je dirais que c'est un trauma, mais en tout cas c'était une expérience marquante. C'était le fait qu'en fait ma première relation sexuelle avec un homme, je me suis rendu compte que Et je dis bien ma première relation homosexuelle avec un homme. Je comprends pas. c'était plutôt une affaire de performance pour lui, jeune adolescent, de montrer à ses pairs qu'il lui aussi pouvait accéder à ce statut de jeune garçon qui n'est plus puceau tout simplement, et qu'en fait c'était ça qui motivait son... Oui, c'est une femme, mais elle dit ma première relation homosexuelle avec un homme. C'est hétérosexuel, à moins que j'ai mal compris. Ah, elle a juste dit sexuel. Ok, j'ai mal compris alors. Ok, c'est moi qui ai mal compris. Je crois elle a dit sexuel, ok. Je crois qu'elle avait dit homosexuel, ok, autant pour moi. C'est moi qui... son désir qui était supérieur à son désir sexuel même et qui conduisait en fait la façon dont il avait d'entreprendre cet acte sexuel, mais aussi la relation qu'il avait vis-à-vis de moi, mais surtout la relation qu'il avait vis-à-vis de ses pairs. Vous en parlez du coup et vous le dites, en quelque sorte vous étiez un trophée pour lui, c'est ce on pourrait dire ça comme ça, et surtout comment vous l'avez vécu sur le coup? Je sais que vous en parlez quand même aussi. Bah oui, pour les hommes c'est un trophée dans le sens où... en fait il y a un trophée de deux sens. Il y a le trophée dans le sens où tu dis ouais c'est grâce à elle que je suis plus puceau, et le trophée des fois de dire j'ai réussi à ken la teinte que tout le monde a ken. Donc oui, un peu ce côté, un peu, ouais, je l'ai fait les gars. Parce que, ou ouais. Après, c'est quoi? C'est mauvais? On va le dire, hein. Les hommes, oui, c'est vrai, on a tendance à voir les meufs qu'on a comme des trophées. C'est comme des victoires qu'on a vues, c'est des croix. On met une croix. Ça s'est fait, 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 ça s'est fait. C'est vrai. Mais est-ce que c'est mal? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est mal? La question, elle est là. Je ne pense pas que ce soit mal. Je ne pense pas que ce soit mal. Parce que je ne pense pas que ce soit mal. Bon, ils voient ça comme une performance, un truc à faire. Si c'est mal, je sais pas. Il faut me expliquer en quoi c'est mal, moi. Je veux bien. Il faut me le dire. Aussi un peu dans l'ouvrage. Est-ce que vous direz que c'est vraiment cet événement-là qui vous a poussé à écrire peut-être juste après et tout au long de votre vie? Ah non, c'est pas du tout cet événement-là. D'accord. Moi, sur le coup, j'ai explosé de rire parce qu'en fait, je trouvais ça tellement absurde comme situation et je trouvais que c'était vraiment quelque chose de théâtral et d'extrêmement parodique, puisqu'en fait, juste après le rapport, il a couru dans les bras de son meilleur ami et il a vraiment exulté. Et en fait, moi, ça m'a plutôt interrogée et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ça a autant d'importance pour lui parce que ça n'en avait pas pour moi, et pourquoi est-ce que c'est si important? Ouais, mais Donc, c'est vos plutôt fautes. le rapport des adolescents entre eux qui se croise aussi avec la question de l'homophobie, parce qu'il y avait aussi une homophobie extrêmement structurante dans les rapports masculins, surtout des jeunes qui sont situés J'ai autour pas compris quel rapport avec l'homophobie, là. d'une bande, et ça m'a plutôt interrogé sur comment en fait les jeunes adolescents créent leur identité masculine et sur quel paradoxe, parce qu'on va le voir, c'est une identité qui est vraiment paradoxale. Sachant que les homos aussi, ils sont réputés pour kiffer faire des trophées. Hein. Les homosexuels, c'est leur délire aussi, le délire du trophée. Hein.
C'est les premiers que tu vas dire, ah, moi ton gars j'ai déjà ken avec lui, j'ai aussi ken avec lui, bah, lui là-bas il fait les taureaux, j'ai ken avec lui, c'est les rois du trophée game. Hein. Ah justement c'est ce qu'elle dit, bah j'ai mal compris. Adolescents entre eux, qui se croisent aussi avec la question de l'homophobie, parce qu'il y avait aussi une homophobie extrêmement structurante dans les rapports masculins, surtout des jeunes qui se constituent autour d'une bande, et ça m'a plutôt interrogé sur comment en fait les jeunes adolescents créent leur identité masculine, et sur quel paradoxe, parce qu'on va le voir, c'est une identité qui est vraiment paradoxale. Très bien, mais merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. J'aimerais qu'on parle tout de suite du livre à proprement parler. Le premier chapitre de votre livre, c'est assez explicite, il s'appelle Les potes avant les putes. Et très tôt dans l'ouvrage, vous nous faites comprendre, en fait, c'est ce que vous disiez un peu, les logiques sexistes autour de l'entre-soi masculin, et je vous cite... En fait moi ce que je comprends pas c'est pourquoi nous les hommes on a une façon de voir les choses, les femmes ont une façon différente. Mais là part du postulat que leur façon de voir les choses est mieux. Pourquoi? Ça parle du postulat que leur façon de voir les choses est forcément la meilleure. Après, ils vont dire oui, mais parce que votre façon nous rabaisse, ou nous nanani, ou nous garde, on va dire, en dessous de vous. Bon, ils ont peut-être pas tort, c'est pas faux, mais bon. Pour reprendre un de vos chapitres, l'art de plaire à la meute. Alors, comment elle fonctionne cette logique? Comment elle participe à l'exclusion des femmes, alors qu'en fait, elles sont elles-mêmes concernées par les relations en question? Comment ça fonctionne tout ça, tout simplement? Alors en fait déjà, il faut remonter un petit peu à l'enfance et à la socialisation primaire et secondaire des garçons, à qui pour créer une identité de petit garçon, on va leur apprendre à se distancer du féminin. Donc dire je ne suis pas une fillette et je ne suis pas une tapette, ça fait partie carrément en fait de la socialisation masculine en Occident aujourd'hui. Sauf qu'en fait, le problème... J'aimerais bien inviter des gens comme ça. Mais frérot, ils vont voir un message. Marvel Fitness. Tu viens pour m'harceler, c'est ça? Non, je parle pas avec les harceleurs, je suis désolé. Je refuse. Il y a quelques gauchistes qui peuvent parler avec moi, il y en a quelques-uns. Mais les déterres trop féministes, je pense pas. Trop féministes déterres, je pense pas. C'est qu'à l'adolescence, on va leur demander de continuer à socialiser entre hommes, à créer du réseau, du contact, par le foot par exemple, mais par plein d'autres aspects. Non, je me fais pas des idées, c'est réel, je me fais pas des idées. Et donc à la fois, on va leur demander de continuer à rechercher cette proximité masculine et à valoriser des codes traditionnellement masculins, mais en même temps, là, pour devenir non plus petits garçons mais hommes, on va aussi leur demander de se mettre à désirer ce qu'ils ont appris à mépriser. Et là, c'est compliqué parce que quand on s'est construit en tant que petit garçon en méprisant ce qui se rapporte au féminin... Bah, j'ai essayé d'inviter Thaïs. Si après vous avez d'autres profils de femmes qui peuvent être intéressants à inviter, les gars, mes DM sont ouverts, hein. Moi je contacte, après on verra ce que ça donne. Et qu'ensuite on nous demande de désirer ce qu'on a appris à mépriser, forcément il y a un paradoxe qui se crée, et de ce paradoxe peut naître une tension, puisqu'on le voit, on demande aux petits garçons d'être à la fois, pour caricaturer, sexistes, homophobes, amants des femmes et traîner entre hommes. Ça fait quand même vraiment une identité antinomique à tous les niveaux, et qui du coup crée une tension qui peut, selon moi, quand elle est trop forte... Après, moi pour ma défense, les petits garçons, je leur dis d'être des garçons, et aux petites filles, je leur dis d'être des filles. Alors si je vois une de mes nièces qui est trop bonhomme, je vais lui dire, bon, on va t'acheter du rose tout de suite. Si je vois un de mes petits neveux qui est trop efféminé, je lui dis, bon, on va t'en ramener un club de MMA tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Un club de MMA, c'est peut-être pas le bon truc. Au foot, ou j'en sais rien. Exploser en violence notamment. Je dis pas que c'est la raison principale de la violence, mais ça peut conduire à en devenir une. L'image du féminin... Comment ça, je suis homophobe? C'est de ouf. Évoqué en tout cas comme le féminin, ça comprend aussi du coup l'image d'entre guillemets ce qu'on peut considérer comme la personne homosexuelle, comme ce qu'est l'homme homosexuel. Oui, complètement. L'homophobie, ça reste une misogynie à tous les niveaux. Déjà, historiquement, ça s'explique tout simplement parce qu'on considérait que l'homme homosexuel, par ses pratiques, avait un comportement de femme. Puisque, en fait, dans la tradition catholique, le péché féminin, c'est celui de séduire les hommes. Donc le péché d'Ève, c'est celui de séduire les hommes. Donc on a commencé à considérer progressivement, c'est arrivé finalement assez tard dans l'histoire, à partir du XIIe siècle, ça commence, puis ça augmente au fil des siècles. On a commencé à se dire que si un homme séduit les hommes, en fait, il est une femme, il se comporte comme une femme. J'ai rien dit d'homophobe, vous êtes des tarés. À aucun moment j'ai parlé de sexualité, vous êtes des tarés. Comme le péché d'Ève. Et donc du coup, ce comportement-là doit être réprimé puisqu'il est inférieur étant donné qu'il est connoté féminin. Merci beaucoup pour cette précision. Justement, ça va faire une transition avec la question suivante, liée à la stigmatisation de l'homosexualité dans l'ouvrage. Donc vous le disiez, en fait ça n'a pas toujours été un tabou, l'homosexualité. J'aimerais que vous nous expliquiez, si vous le voulez bien, comment ça s'est mis en place en fait, à travers vos recherches, à travers les travaux sur lesquels vous vous êtes appuyé, comment tout ça s'est mis en place. J'oublierai jamais quand à la Gay Pride on m'a dit l'homosexualité en Afrique c'est à cause des blancs. C'est des blancs qui disent ça. Comment ils aiment bien se fouetter. Sorry, I'm white. Sorry. C'est que ça. Ils ont dit, c'était bien accepté. C'est depuis les Napoléons, quand ils sont venus, ils ont dit aux Africains, arrêtez ça. C'est dégueulasse. Nanani. Ah, c'est vous. Bon, tant mieux, hein, ils veulent prendre le fouet. Prenez-vous le fouet. Hein. Ça, on pourra dire, oui, en Afrique, on est homophobe. À cause de qui? À cause de qui? Des blancs. C'est vous. C'est vous. Ça, on est tranquille, tu vois. Mais ça broie. Ça broie. Ils veulent se jeter la pierre. Prenez-la. On leur donne, oui, c'est votre faute. C'est comme ça maintenant, mais c'est votre faute.
notamment en évoquant deux noms, et ça c'est vrai que la première fois que j'ai lu le livre, ça m'avait de suite marqué, la figure de Jésus, puis plus tard de Saint Augustin. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin? Effectivement, là, ça nous fait remonter à l'Antiquité. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a vraiment une vision de l'homophobie et de l'homosexualité qui est extrêmement anachronique et qui est extrêmement européenne aussi, occidentale. J'ai dit mon neveu un peu efféminé, je l'amène au enfin, sous-entendant qu'il doit se casser la gueule pour accepter sa masculinité. Oui, mais où je parle d'homosexualité là? Tu peux être un homosexuel sans être efféminé, frérot, t'as pas compris? En fait, il y a un truc que t'as pas compris. Centré. Et en fait, il faut savoir que dans l'histoire, il y a eu tout un tas de manières de relationner. Et finalement, les catégories homo-hétéro sont extrêmement récentes puisqu'elles sont nées au 19e siècle. Et dans les deux cas, que ce soit hétéro ou homo, à la base, c'était considéré comme deux maladies mentales. Et donc, pour revenir en arrière, donc Jésus, il a grandi à une époque où les J'ai juré hier, si tu vas pas t'abonner, tu vas pas te désabonner. Elle va venir, on va lui mettre les choses, les points sur les i. Et je vais monter à Marseille, je vais appeler la DZ Mafia, tu vas revenir ici vite. J'ai besoin d'un de mes meilleurs donateurs. Le rapport homo-érotique n'était absolument pas condamné, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un mariage hétéro, ça veut dire qu'il y avait le cadre de la reproduction, et ensuite on pouvait être extrêmement proche, charnellement. Je vais pas faire comme avec l'asiatique, hein. Parce que l'asiatique misquine un peu. Et là, je vais être sévère. Hein. Romantiquement, je vais être très sévère avec elle. Je vais pas faire comme l'asiatique où je vais aller en mode allez, nanani. Ah non, elle, je sais qui c'est elle. Entourage. Et donc, pour Jésus, je sais très bien ce qu'elle a dit, les dingueries qu'elle a dit, t'inquiète pas. Clairement, on sait, dans la Bible, c'est assez explicite qu'il avait une relation extrêmement fusionnelle avec Jean. Et à l'époque, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. Oui, vous le rappelez, celui qui aime l'apostat, c'est différent. Encore une fois, le débat avec l'apostat, frérot, moi, j'en avais rien à foutre de parler de l'islam, du Coran. C'est lui. En fait, c'est comme, en fait, il m'a fait comme il a fait avec l'autre. Tu vois, Jack Le Fou, hier, on a regardé, quand il parlait avec le gauchiste, il s'est fait mettre en slip. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé, et l'islam, l'autre il a dit je suis d'accord avec toi. Ouais mais j'en m'en bats les couilles, je suis d'accord avec toi. Basta, tu vois ce que je veux dire? Du coup, tu viens pareil, ils ont que ça à la bouche, l'islam sunnite. Oui, c'est comme ça qu'il est décrit dans la Bible, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, totalement. Et ensuite pour Saint Augustin, donc lui, il arrive bien après, et Saint Augustin, la particularité c'est que déjà c'est un des théologiens qui va être le plus influent. Hier, Jack Le Fou, il s'est mangé une fessée par un gauchiste, c'était terrible. Et son seul argument c'était mais l'islam, mais dans l'islam sunnite, il disait j'en ai rien à foutre. Occidental après, mais pas que occidental, et surtout, lui, il a d'abord un problème de misogynie très fort, et il essaie de prouver l'infériorité des femmes, et pour ça, il va réhabiliter le mythe d'Adam et Ève, qui à la base était plutôt fable. Personne ne croyait vraiment que Adam et Ève avaient existé de cette façon-là, c'est plutôt des paraboles. Et lui, il va dire que si le péché originel d'Ève... Je lui ai envoyé un message pour le féliciter, le gauchiste. Il m'a dit merci, il m'a dit ouais, c'est vraiment des débiles. Il a dit, il essaie absolument de me prendre sur ce terrain-là. Je fais, ah, mais moi je suis d'accord avec toi, je m'en bats les couilles. Dis moi je suis athée, les religions j'y crois pas, après les gens font ce qu'ils veulent, mais j'y crois pas. Oui, à partir de là, tu veux débattre de quoi? Adam, il a vraiment existé, et donc ce que je disais tout à l'heure, le péché d'Ève étant le fait de séduire les hommes en les trompant, en les manipulant. La punition des femmes, ensuite, ça va être le fait d'accoucher dans la douleur et d'avoir une vie pénible. Et les hommes, pour eux, ça va être de ne pas contrôler leur érection. Donc, à partir de là, on va commencer à considérer qu'un homme en contrôle de lui, c'est un homme qui contrôle tous les aspects de son corps. Et l'érection est un petit peu quelque chose qui contrevient à cette idée que le corps féminin serait liquide, avec beaucoup de fluides, que ce soit les règles ou le lait des seins, enfin, qu'elle n'arrive pas à contrôler. Et c'est assez paradoxal, étant donné que les hommes ont les érections qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc, pour Saint Augustin, ça s'explique par cette idée de péché originel. Et donc, à partir de là, progressivement, au fil des siècles, on va tisser cette idée qu'un homme qui séduit les femmes se comporte comme Ève et donc il est inférieur. Très bien, merci. Et dans un deuxième temps, et vous l'évoquiez, l'ambiguïté des relations, enfin vous l'évoquez en fait tout au long du livre, l'ambiguïté des relations entre hommes, ça s'appuie sur de très nombreux exemples, allant de ce qu'on appelle la franche camaraderie à la bromance aujourd'hui. C'est un phénomène qui est extrêmement connu et qui s'est développé au cours des dernières années, mais aussi parfois, il faut le dire, à la notion de rivalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là sur cette question précisément? Parce que je pense que c'est important pour les téléspectateurs qu'on comprenne. On va regarder, je vais regarder après mettez vos évolutions physiques sous le poste, les gars. Où le poste? Mettez sous ce poste là vos évolutions physiques. On va les regarder après. On va tout analyser. Donc retweeter, je remets le tweet. Ça, on en aura max. Cachez vos têtes pour ceux qui sont timides. On va remater ça, vous inquiétez pas. Le cœur de votre propos, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu. Comment on en vient là? Alors pour ce qui est de la bromance, en fait pour moi déjà c'est un terme homophobe parce qu'il permet de dire oui j'ai une relation romantique. Comment ça c'est homophobe la bromance? Mais elle n'est pas charnelle puisqu'il y a bro. Et donc en fait c'est très intéressant. Non, la bromance c'est pas ça. non. Comment ils sont en train de réinventer, c'est quoi la bromance? Bromance déjà c'est un terme qu'eux utilisent. C'est un bromance qui nous a été imposé. La bromance en gros, vous êtes des gars sûrs. Dans le sens où ton pote il a un problème, tu dis ok j'arrive. C'est eux qui ont remis la bromance. Bon, on s'en bat les couilles, on prend. Mais maintenant c'est en gros, on se séduit, on est là, mais attention pas d'acte sexuel. C'est les tarés. Non, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, ils disent, là, c'est n'importe quoi. En gros, si t'es trop pote avec un mec, en fait, c'est que t'as envie de le ken. Ils sont tarés.
Tu dois accepter, John, c'est la vie maintenant. Ah non, 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 jamais. Jamais. Parce que la philosophe Judith Butler dit que le premier tabou avant le tabou de l'inceste, c'est le tabou de l'homosexualité. Et là, ce qui est intéressant avec le terme bromance, c'est que le tabou de l'inceste, bro, vient faire un paravent pour cacher le tabou de l'homosexualité. C'est une dinguerie ce qu'elle dit. Elle dit que l'inceste, c'est moins tabou que l'homosexualité. N'importe quoi. N'importe quoi. Puisque si c'est mon bro, même s'il y a romance, ça annule, puisque c'est mon frère, donc on peut pas être ensemble. Donc c'est une façon de se distancier des rapports homo-érotiques et homo-romantiques, tout en réaffirmant qu'il y a une relation spéciale, ce qui permet tout simplement de faire accepter socialement une relation extrêmement fusionnelle entre hommes. Et pour ce qui est de la question de la rivalité, il y a plusieurs types de rivalité, il y a plusieurs types d'altérisation entre hommes. Donc l'amitié, ça n'existe pas entre hommes? On l'a pas encore dit, mais il y a plusieurs types de masculinité. Il y a la masculinité hégémonique, qui est la masculinité la plus valorisée socialement. Aujourd'hui, par exemple, la masculinité hégémonique, c'est pas le mec qui va à la muscu et qui est classe populaire et qui est très viril, c'est plutôt le cadre supérieur à Paris qui a son basilic sur le balcon et qui va en trottinette électrique au travail. La masculinité subalterne, ça va être par exemple les hommes racisés, gays, etc. Les masculinités marginalisées, c'est ceux qui cumulent, entre guillemets, on pourrait dire les malus sociaux. Et donc déjà, il y a une compétition interne entre hommes pour accéder à l'hégémonie, donc pour accéder à la masculinité la plus valorisée. Donc à l'intérieur même du groupe de la masculinité hégémonique, on va avoir par exemple, je sais pas, l'archétype du jeune cadre dynamique qui va concurrencer l'archétype du jeune entrepreneur plutôt de ruralité, et il va y avoir une compétition interne. Il faut qu'ils se disent, c'est pas parce qu'ils donnent des mots à tout que ça veut dire que c'est la vérité. En fait, ils aiment trop tout nommer, ça on va dire que c'est ça on va dire que c'est ça, donc ça veut dire ci, donc ça veut dire ça. Non, 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 tu peux donner le mot que tu veux, le mot qui te fait plaisir, c'est pas pour autant que c'est la vérité. Pour accéder au statut hégémonique. Et entre hommes, cette fois, il va y avoir aussi une compétition, même en tant qu'amis, il peut y avoir une compétition justement parce qu'on est dans une société où il y a une hiérarchisation constante des rapports entre humains et de compétition constante, notamment avec le néolibéralisme. Et donc, par exemple, avoir une très jolie femme à son bras, pour prendre un exemple assez caricatural, ça va permettre de montrer aux autres notre valeur sociale et donc la valeur sociale qu'on a vis-à-vis des autres hommes. Donc, il y a une compétition à ce niveau-là qui n'est pas anodine puisqu'elle cherche aussi à se valoriser dans un système où les dominants ont davantage de ressources économiques, symboliques, etc. Et donc, gagner cette compétition sociale, c'est aussi s'assurer d'avoir un maximum de ressources symboliques ou économiques dans la société pour tout simplement garder le pouvoir quelque part. Merci d'avoir évoqué ce thème-là. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans le livre, sur lequel vous revenez, et c'est bien que vous parliez de ça de cette manière-là. C'est ce qui s'est passé juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. De nombreux hommes se sont mis à vouloir accueillir des femmes, parfois avec leurs enfants, en spécifiant qu'ils voulaient que les femmes soient minces, soit j'ai pas exactement le détail de ce que vous dites, mais en gros minces, le plus joli possible, qui appartiennent aux critères de beauté qu'on peut se faire dans la société d'aujourd'hui, l'image de la femme entre guillemets parfaite selon les standards mis en place dans la société patriarcale. Comment on explique ça et comment on en vient là alors qu'on parle de ressortissantes qui fuient une guerre et un conflit dévastateur? On en vient là parce que dans une société sexiste, patriarcale, il y a une vision infra-humanisante des femmes. On va les voir plutôt comme des outils pour s'élever socialement. Donc là, c'est assez caricatural, mais ça a quand même touché de nombreux hommes qui, effectivement, voyaient dans les femmes ukrainiennes aussi des femmes plus soumises, blanches, donc qui pouvaient à la fois incarner une sorte de renouveau de la vitalité occidentale, puisqu'il y a vraiment cette idée ouvrons les portes aux jolies jeunes femmes qui nous font des beaux enfants bien blancs en France, avec une image complètement fausse en plus de l'Ukraine, parce qu'en Ukraine, tout le monde n'est pas blanc, loin de là. Et aussi, ça montre ce qu'on appelle, ce que la sociologue française Colette Guillemin appelle le marché aux femmes, donc cette idée que dans les rapports hétérosexuels aujourd'hui, il y a toujours cette idée de compétition et donc de trophée où les femmes doivent rehausser le statut des hommes, mais aussi les servir, que ce soit en termes de soins domestiques, émotionnels, etc. On a cette idée qu'une femme doit servir les hommes de son entourage et doit leur être utile. Et en parlant de servir et en parlant d'avoir un intérêt, que les femmes doivent avoir un intérêt, j'aimerais qu'on parle également d'un autre exemple que vous prenez, qui parlera peut-être à nos plus jeunes téléspectateurs, c'est cette notion de rivalité qu'il y a entre Naruto et Sasuke dans le manga Naruto. C'est un exemple auquel on ne s'attend pas forcément. Et voilà, Naruto, Sasuke, l'homosexualité. On n'est pas les seuls à l'avoir vu, les pro Naruto. On n'est pas tout seuls. On n'est pas tout seuls. Et nous, on est les premiers à le dénoncer, les mecs. Hein. On est les premiers à dire leur relation, elle est bizarre. C'est pas juste des potes. On est les premiers à dire, non, Goku Vegeta, c'est des potes, il n'y a pas de débat. Eux, c'est pas que des potes. C'est pas que des potes. On le sent, on se dit, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est pas de la bromance, ça, c'est plus que ça. J'écris plus haut dans le chat, voilà. Et là, dans cette domination, on a le personnage de Sakura, donc il a le troisième personnage du trio, entre guillemets, iconique du manga, qui sert de faire valoir, en fait, entre la relation Koré, Naruto et Sasuke, qui serait, pour le coup, extrêmement ambiguë. Oui, c'est ça, mais en fait, Sakura, surtout au début, elle est décrite comme particulièrement stupide, embêtante, envahissante, etc., pour justement sublimer le rapport entre... Elle ment. Sakura n'est jamais décrite comme stupide. Moins compétente dans le sens ninjutsu, mais c'est la plus intelligente. Des trois, Sakura, c'est la plus intelligente. C'est même elle qui réussit le concours où les autres, ils n'y arrivent pas. Donc déjà, elle ment. Quand elle dit que Sakura est stupide, tu mens. Là, elle n'a pas lu Naruto, ou bien elle invente. Parce que c'est faux. Sakura n'est pas la plus stupide. C'est peut-être celle qui a le moins de dons. Parce que Sasuke, ça, ils ont des dons. En fait, c'est clairement les garçons qui toute leur vie font la bagarre.
Elle est studieuse, donc elle est pas stupide. Naruto et Sasuke, et ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment ça reprend tout le narratif qu'on appelle From Enemies to Lovers, donc en gros des ennemis qui finissent par tomber amoureux, etc. Et là Naruto, on le voit, il s'embrasse plein de fois en fait dans la série, c'est toujours présenté, donc il s'embrasse sur la bouche plein de fois et c'est toujours présenté comme un accident, quelque chose d'un peu loufoque, etc. Mais il y a vraiment une tension homo-romantique extrêmement forte pendant tout le manga, au point que plein de fans disent que si le Japon n'était pas une société aussi homophobe, bah, ils auraient sûrement fini ensemble. Et ce qui est intéressant effectivement c'est de voir que là le personnage féminin vient montrer par C'est vrai, là-dessus je lui donne le point. la façon dont elle est. Ils s'embrassent une ou deux fois, je crois. Une fois, je crois, ils s'embrassent. Je crois, ils s'embrassent une seule fois au début du manga, après, il n'y a plus de baiser. Hein. Mais on voit plusieurs fois, ils sont collés tête à tête comme ça. Moi, je fais Sasuke, Naruto. Bon, c'est pas des baisers, mais c'est une fois. Décrite de façon très péjorative, vient sublimer en fait le rapport homo-romantique tout en donnant aussi une caution hétérosexuelle à l'intrigue pour garder en fait cette illusion de bromance qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples dans la pop culture de choses et de situations qui pourraient être similaires je pense que ça existe et même plus que largement. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus? En vrai, les duos d'hommes, de bromance, voire de concurrence, il y en a vraiment un paquet. C'est tellement gros que là, j'ai même pas d'exemple en tête. Enfin, il y en a plein dans le livre, mais là, comme ça fait 2 ans et demi que je l'écris, je me souviens plus des détails. Mais il y en a vraiment. Enfin, on peut en citer à l'infini, quoi. Enfin, il y a presque que ça, entre guillemets. Question suivante, j'aimerais qu'on parle peut-être un peu plus de l'aspect psychologique de ces constructions sociales. Vous en parlez aussi énormément dans votre ouvrage. Et vous tentez de démonter le mythe de la figure de type. Non, Harry et Ron, ils n'auront jamais ce culot. Jamais ils ont le curon de Harry et Ron. Harry et Ron, c'est limite, il y avait la guerre pour Hermione. Non, alors, qu'en est-il réellement et quelle est la place de la psyché humaine dans si les... Harry et Ron, c'est homosexuel, on y est tous, les gars. Nous en sommes tous. Dans ce cas-là, il n'y a pas de débat, c'est en gros pour eux, ok, tout le monde est gay. Ok, super. Faut pas déconner non plus. Naruto Sasuke, ok, mais les autres, faut pas déconner. Les comportements qu'on peut retrouver entre hommes hétérosexuels. Sam et Frodon, oui. Sam et Frodon, oui. Sam et Frodon, largement. Sam et Frodon, là, il n'y a pas de débat. Sam et Frodon, je valide. Les deux, quand tu vois, tu dis, non, mais en fait, ils sortent ensemble, les deux. Sam et Frodon, je suis d'accord. Aussi, si on parle du complexe d'Oedipe, pour repasser un peu sur les femmes, si on parle de Freud, qui à la base du coup a été victime d'inceste et a vu en fait beaucoup de femmes victimes d'inceste qui sont passées tout simplement le voir ou qui étaient envoyées par la famille. Et au début, il a été commencé à être un des premiers à dire que si les femmes étaient hystériques, ce mot très sexiste qui était employé à l'époque pour dire que les femmes sont folles, c'était peut-être parce qu'en fait c'était des traumas liés aux violences sexuelles qu'elles vivaient. Ah, c'est sexiste. Moi, je pensais que c'était un truc scientifique, plus ou moins, que les femmes parfois faisaient des crises d'hystérie. Que cette idée ne plaisait pas du tout à sa clientèle bourgeoise de l'époque, donc il a fini par dire je rétropédale, et en fait c'est là qu'il a inventé cette idée d'Oedipe du coup qui consiste à dire que les enfants essaieraient de séduire leurs parents et seraient dans un rapport de séduction mais sexuelle et charnelle à leurs parents dès l'enfance, et que c'est du coup aux parents de mettre cette distance pour ensuite que l'enfant évolue simplement, alors qu'en fait en réalité pour les petits garçons c'est tout simplement le fait qu'ils vont imiter les parents, et donc si ce qui est valorisé comme étant l'homme fort c'est le fait d'avoir une femme et de la soumettre, etc., les petits garçons vont essayer de reconduire ça. C'est misogyne de dire ça aujourd'hui. Elle a fait son hystérique là, c'est misogyne. Ils vont essayer d'imiter papa ou d'imiter maman pour les petites filles, tout simplement parce qu'ils se construisent en mimétisme de ce qui se passe. Donc en fait c'est plutôt un reflet un miroir en fait que les enfants essaient d'imiter, mais en aucun cas les enfants n'ont une vision sexualisante de leurs parents. Comment on dit alors quand une femme a commencé à péter les plombs, crier, toi t'es là, wesh calme-toi, fais là, je me calme pas là. On appelle ça comment alors? C'est pas une crise d'hystérie. En général du monde, quoi. Pourtant c'était une théorie, et ça vous le dites dans le livre, qui est toujours très appuyée, qui est toujours très mise en avant dans 2 pays, donc en France et aux États-Unis, un 3e, c'est ça? En Argentine aussi. Ça c'est plus la psychanalyse quand même globalement, sauf en France où il y a quand même encore des psychanalystes qui vantent le complexe d'Oedipe. C'est quand même un champ qui évolue lentement, mais qui a évolué sur ces questions-là, et aujourd'hui il y a quand même un consensus scientifique assez important sur le fait que c'est n'importe quoi tout simplement cette idée. Non mais c'est bien de me dire, ça m'évitera de tomber dans les pièges. C'est vrai que ça. Peut-être passer à la manière dont le livre a été reçu. Ce titre, enfin les hommes hétéros le sont-ils vraiment? C'est une question, et je le rappelle en introduction, qui peut paraître toute bête, mais qui soulève tellement de questions. Alors, comment il a été reçu, comment il a été accueilli, et comment les principaux concernés, les hommes hétérosexuels, l'ont reçu ce livre? Très bien. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, genre toutes les rencontres que j'ai fait en librairie, en festival, etc., les organisateuristes me disaient à chaque fois qu'il n'y avait jamais autant de mecs qui étaient venus. Donc les garçons aiment bien qu'on parle d'eux, ça c'est clair, mais aussi je pense que ça appuie sur des questionnements qui peuvent être vraiment sincères chez plein de mecs. Donc évidemment ceux que ça a énervé ne sont pas venus aux rencontres, et tant mieux, mais j'étais plutôt agréablement surprise de la réception et de l'écho que ça a suscité chez plein de gens en fait, donc c'était plutôt cool. Écoutez, ça par contre c'est génial, c'est bien que les hommes aient pu bien recevoir le livre. Vous dites aussi à un moment donné une phrase très tôt dans votre ouvrage, c'est que ce livre, alors qu'en fait vous-même dans votre construction et dans tout votre parcours, vous avez cherché à vous intéresser aux questions féministes, il parle principalement des hommes.
Est-ce que c'est pas complexe d'avoir cette dualité entre guillemets dans l'écriture par rapport à ce parcours-là et en fait Il en dédier est, lui, tu entièrement penses? un livre aux hommes alors qu'ils sont peut-être parfois au cœur du problème, en tout cas dans certains types de relations? Moi, j'ai fait des études de genre et en fait, quand on fait des études de genre, on se rend compte que pendant très longtemps, les femmes ont été marginalisées. Ça existe vraiment, ça, des études de genre? C'est le chômage qui t'attend, ça. J'ai fait des études de genre. En gros, le chômage. C'est un truc de bourgeois, parce qu'il n'y a que le chômage qui peut t'attendre. Du savoir et de la fac notamment. Et en fait, quand elles sont arrivées, elles ont déjà passé beaucoup de temps à déconstruire du savoir qui avait été fait sur les femmes à leur place. Et donc finalement, il y a eu peu de temps pour penser en miroir ce qu'on appelle les masculinity studies, donc le fait d'étudier le groupe social masculin en tant que groupe social. Alors, on est aussi... Et justement, je trouve Ouais, que ça c'est se voit. intéressant, particulièrement vu que ça parle aussi un peu de psychanalyse et tout, en tant que lesbienne, du coup, d'avoir grandi avec des psychanalystes comme Freud qui ont écrit tout un tas de choses sur ma sexualité supposée, etc., de renverser le geste, de dire nous aussi, nous pouvons avoir un regard critique, scientifique sur la construction Ça va, sociale je masculine. Parce qu'en fait, le problème, c'est pareil, que de ouf. si on parle que des autres groupes sociaux, ça participe à naturaliser le groupe social masculin, à avoir l'impression que eux, c'est un état de fait, il n'y a rien à en dire, c'est pas une construction sociale, alors que c'en est une. Que ça ne serait qu'en fait qu'il y aurait l'homme hétérosexuel, la condition de base, et puis tout le reste, quoi, entre guillemets, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Si on peut le synthétiser de cette manière-là. Alors finalement, Léane Alestra, avec tout ce que nous avons appris grâce à votre travail et grâce à l'ouvrage, ce que vous venez de nous dire aussi, les hommes hétéros le sont-ils vraiment, oui ou non? Alors ça dépend de la définition qu'on en a, à la fois de homme et d'hétéro, mais globalement moi je réponds plutôt que non, étant donné que justement tout l'ouvrage cherche à montrer que c'est une identité extrêmement contradictoire, puisque pour être un homme, un vrai, il faut mépriser tout ce qui est féminin, et pour être hétéro, on doit justement être dans une attention, un amour de l'autre, donc les deux sont incompatibles. Donc c'est soit on est un homme. Elle dit n'importe quoi. Elle dit absolument n'importe quoi. Là, elle prend les critères caricaturaux de ce qu'est l'homme et de ce qu'est un hétéro pour dire bah, un homme c'est ça, un homme doit mépriser tout ce qui n'est pas du domaine de l'homme et non, je suis pas d'accord, Soit on est hétéro. Et dans ce cas-là, on peut pas être les deux, quoi. Alors que pour les femmes, c'est assez différent parce qu'elles, on va les éduquer à admirer les hommes outre mesure, à s'identifier à eux. Et donc finalement, la façon dont on oriente leur désir est moins contradictoire que les hommes, où vraiment il y a une identité qui est complètement antinomique à tous les niveaux. Et ce qui fait aussi qu'il y a, on pourrait dire, de la masculinité fragile, mais parce qu'elle est fragile dans sa construction même, en fait, dans son cœur de ce qu'elle implique. Mais écoutez, je pense que vous avez parfaitement répondu à la question. Merci beaucoup. J'aimerais peut-être qu'on revienne également sur un phénomène que vous abordez pas forcément dans le livre, mais je pense que vous allez pouvoir nous éclairer un peu plus sur la question. C'est sur un hashtag, et c'est sur, je trouve qu'il est très révélateur de ce que vous cherchez à démontrer dans votre travail. C'est le hashtag NoHomo. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Je pense que oui, je suppose. Est-ce que ce hashtag-là, il résume pas finalement l'ensemble de ce qui se passe dans la tête de beaucoup d'hommes hétérosexuels qui se diraient on fait quelque chose qui peut paraître gay, qui peut paraître entre guillemets un comportement homosexuel, donc on est obligé, on se sent de faire des compliments, mais on précise toujours no homo, hashtag je ne suis pas homosexuel pour la traduction plus complète, voilà, entre guillemets. Est-ce que ça fait partie finalement de tout ce spectre-là, de ce que vous cherchez à démontrer aussi? Mais complètement, surtout que ça montre qu'ils y pensent, enfin que c'est le premier truc auquel ils pensent, donc c'est assez intéressant de voir que ce spectre-là de l'homophobie continue d'être tout le temps là en fil de route et qu'il faut réaffirmer son hétérosexualité, même de façon ironique et un peu décalée, parce que c'est quand même assez paradoxal d'avoir besoin de préciser no homo à chaque fois, et donc c'est à la fois un processus de distinction bien sûr, mais ça montre aussi, encore une fois, toute la fragilité et la tension de l'identité de homme hétéro, avec ce besoin de réaffirmer constamment, alors que normalement, si c'est assez solide, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et de réajuster comme... Ce qui m'énerve avec cette meuf, pourquoi elle ne dit pas que les plus gros homophobes, ce sont les femmes? Les gays le disent, les bi le disent. Pourquoi elle ne dit pas que les plus gros homophobes, ce sont les femmes? Ce sont les femmes. Ça, elle ne le dit pas parce que ça joue contre sa paroisse. Ça, c'est une réalité. Comme ça, ce hashtag no homo, finalement, montre à lui seul toute la tension de l'identité masculine, et je le trouve assez révélant à ce niveau-là. Les profs le disent, forme de tous les fragilité, homos entre le guillemets. disent. Léane Alestra, pour conclure cet entretien, parce que j'ai écouté un peu d'autres émissions où vous parliez, vous Si, allez parce travailler qu'elle parle de trucs que les hommes n'assument pas, leur homosexualité, je sais pas quoi. Et il faut dire l'homophobie des hommes. sur d'autres Moi, je thématiques, pense que et c'est le vous êtes sujet. en train d'écrire un autre livre, c'est bien cela, qui portera sur la thématique du fémo-nationalisme. Ah oui, pouvez-vous son nous dire- livre, il vise que les hommes. Oui, mais vise plutôt... Parce qu'en fait, dans son livre-là, il est en train de dire que les hommes hétéros, derrière leur homophobie, sont en vérité des homos qui se cachent. Ok, mais qui sont les vrais homophobes? un peu plus sur cette thématique-là? Oui, ça va faire un peu le pont entre les deux livres, je pense, qui est assez intéressant. C'est, je le disais au début de l'émission, la vision qu'on a de l'hétérosexualité et de l'homosexualité est extrêmement anachronique et extrêmement occidentale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a colonisé depuis le 19e siècle quasiment la totalité du globe, et on a importé nos propres catégories de genre dans les pays qu'on a colonisés. Donc c'est-à-dire qu'on a dit, aux colonisés, il y a hétéro, homo, femme, homme.
Et on a aussi nous-mêmes constitué ces catégories pour montrer qu'on était supérieur aux autres, puisque nous, on avait des limites très claires sur les identités acceptables ou pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a importé l'homophobie et le sexisme. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas ailleurs, ça veut juste dire qu'on l'a standardisé partout et qu'on en a fait quelque chose de global. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, nous sommes encore une civilisation supérieure parce que nous, on accepte les gays et on est plutôt ouvert. En fait, il y a eu un total retournement du discours qui, du coup, une fois qu'on a dit à ces peuples-là, vous n'avez pas le droit d'être comme ça parce que c'est arriéré, aujourd'hui, on revient les voir et on dit, en fait, l'homophobie, c'est arriéré. Donc, il y a eu tout ce retournement historique qui m'a vraiment intéressée. Et donc, j'ai décidé de creuser un petit peu plus sur ce qu'on attend des femmes blanches dans le nationalisme contemporain. Donc, il y aura un volet sur les femmes d'extrême droite, mais aussi un volet plus large, ça commence par un volet plus large sur qu'est-ce que le nationalisme attend des femmes blanches, quel est le rôle qu'il leur offre et en quoi il est subalterne, mais en quoi certaines sont proactives aussi dans ce processus. Ça a l'air passionnant en tout cas comme travail. Si vous aviez un dernier mot, une dernière thématique peut-être à aborder. Oui. Nous les meufs bi, on s'en bat les couilles. Mais même les meufs lesbiennes, on met le pouce. Sur l'ouvrage. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué comme thème. Allez-y, je vous laisse carte blanche pour en parler. Je pense que si on devait retenir quelque chose, c'est que nos identités sont le fruit d'une construction sociale et historique, et même nos désirs ont été façonnés par ce qui est réprimé ou au contraire par ce qui est valorisé. Et donc c'est intéressant de s'intéresser précisément aux désirs des gens parce qu'ils disent quelque chose de notre histoire, de ce qu'on considère comme supérieur ou non, et en fait ils structurent vraiment les rapports sociaux et ils en sont assez révélants. Et c'est pour ça qu'on a commencé par raconter une histoire qui était somme toute personnelle pour moi, mais qui s'inscrit en fait dans une histoire beaucoup plus large et qui illustre en fait combien l'intime est politique. Mais quand on dit ça, c'est intéressant de ne pas se limiter justement à nos histoires, mais de les mettre en commun pour comprendre en fait comment ces rapports nous emprisonnent tous. Après, il y a beaucoup de gens qui disent que l'homophobie aurait germé en Occident. Moi, je pense pas que ce soit vrai. Personnellement, je pense pas que ce soit vrai. Et que ce seraient les Occidentaux qui auraient ramené l'homophobie un peu partout dans le monde. Personnellement, j'y crois pas. Mais cette théorie, je l'ai déjà entendue plusieurs fois. Surtout les femmes, surtout les personnes queer, mais aussi d'une certaine façon n'importe qui, et voir un petit peu comment le piège peut se refermer sur les gens, et après comment en sortir pour avoir tout simplement une vie plus épanouissante, et où on a plus le temps de construire du commun, parce que je pense que ça aussi, si j'avais un truc aussi à dire... T'as pas réagi quand elle a mis les Renois et les gays. Non, elle a pas mis les Renois dans la gay de même catégorie. Elle a dit en gros, c'est un cumul de malus. En gros, ça c'est la pyramide woke. Et dans la pyramide woke, elle a raison. Tu vois, t'es noir et gay, t'es en dessous du noir hétéro, tu vois, dans la pyramide woke. C'est qu'en fait, ces processus de distinction hétéro, homo, homme, femme, etc., nous isolent et participent au fait qu'on ne puisse pas construire des projets communs. Dans leur binarité. Dans leur binarité, en fait, ça divise tout simplement. On dit que le féminisme divise, mais en fait, non, c'est ces catégories-là qui divisent, puisque si les hommes méprisent les femmes, comment on construit un projet utopique commun? Et donc, je pense aussi que ce qui est important, et ce que je dis dans la conclusion, c'est d'essayer d'imaginer des façons d'obtenir de la reconnaissance sociale qui ne passent pas par la domination. Parce que l'humain a besoin de reconnaissance sociale. Le problème, c'est que je vais être très caricatural, mais aujourd'hui, pour être reconnu socialement, il faut avoir sa Tesla, il faut avoir une jolie femme à son poignet. En fait, il faut consommer, et par la consommation, on domine et on exploite l'autre, obligatoirement, surtout dans un monde néolibéral. Et aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait pas essayer de penser une reconnaissance sociale qui passe plutôt par le fait d'apporter au groupe? Donc je vais redonner un exemple très caricatural, mais par exemple, si on s'implique dans des jardins ouvriers, par exemple, on va avoir de la reconnaissance sociale parce qu'on apporte au groupe, en même temps on développe des compétences, et on est vers une reconnaissance sociale plutôt du fait de ce qui est bien pour la collectivité, quoi. Voilà. C'était une parfaite manière de conclure, en tout cas, merci beaucoup. Merci Léane Alestra d'être venue sur notre plateau, ça nous fait extrêmement plaisir de vous avoir reçu pour ce livre qui est formidable. Foncez toutes et tous, si vous ne l'avez pas encore lu, achetez le livre Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, désormais disponible donc depuis le 6 septembre aux éditions Le Livre de Poche. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cet épisode. N'oubliez pas que sans vous, le média n'existerait tout simplement pas. Chaque don, chaque abonnement, chaque partage ou like est primordial. Alors n'hésitez pas, faites des dons ou abonnez-vous à... Non, c'est pas la pire vie de 2025. Elle avait rien dit, elle a rien dit qu'on n'a pas déjà entendu... On n'avait pas déjà entendu avant, on va pas se mytho. Hein. Et ce que j'aime bien avec les gauchistes, c'est même si des fois ils sont dans des délires, son propos, on peut l'entendre. Le problème, c'est de la généralisation. Un propos quand même qui est intelligible. Le problème, c'est la généralisation peut parfois peut se dire, bon, dose. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ils essaient de penser à certaines minorités, là, c'est les homosexuels, femmes, etc. Bon, ça peut s'entendre. Les lesbiennes, ça coupe. Non, mais frérot, si c'était vraiment nul, j'aurais pas regardé 30 minutes. C'est que quelque part, elle a un propos qui s'entend, même si moi je suis pas d'accord. Je trouve parfois délirant, ça s'entend. La gauche intellectualise trop. Ouais, c'est ça, c'est leur problème, ils aiment bien ça, eux. Après, des fois, c'est pas pour le mauvais, hein. C'est pas pour le mauvais, tu vois.